Salut cher petit chocolat vanille praliné. Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc je suis joyeuse, mais aujourd'hui on va parler quand même d'un sujet assez délicat. Ayant reçu beaucoup de témoignages sur le sujet, des messages, des mails, j'ai dit pourquoi pas faire une émission spéciale sur la dépression, en plus accompagnée d'un psychologue, donc ça tombe très bien. Et si vous voulez appeler, vous appelez au 05 96 71 27 07. Ne soyez pas timide. Au téléphone, on ne va pas vous reconnaître. Pour tous ceux qui m'ont dit, ouais, on va reconnaître ma voix. Mais non, c'est pas vrai, on ne va pas vous reconnaître. Mais tout d'abord, nouvelle de Linda. Comment tu vas? Très bien, merci. Petite semaine agitée pour ma fille qui a passé ses épreuves de bac. Waouh. Et puis là, on se repose. On croise les doigts. Je dis on parce que c'est comme si moi aussi j'y allais. C'est normal, c'est angoissant aussi pour les parents. C'est ça, ouais. Mais il me semble que tu es en congé. Qu'est-ce que tu as fait depuis Je me suis reposée, mais vraiment à fond, parce que je sais qu'à la reprise, ce sera difficile. Tes collègues t'attendent avec impatience. Ah, je suppose. Et toi, jeune homme, JC? Comment vas-tu, Jessica? Ça va? Ben écoute, moi ça va. Ton Grosse week-end? semaine. Le week-end léger. Léger, rien de très folichon. Et puis pour entamer une grosse semaine, on est fin de mois, donc faut carburer, tout simplement. Fin de mois, c'est le meilleur moment pour toi, en tant que commerçant, en tant que... C'est le moment où il faut finir le mois, le clôturer justement. Donc il faut faire les dernières livraisons, il faut convaincre les dernières personnes pour arriver à la fin et présenter un bel objectif. D'accord. Ah ben, tant mieux. Ben, nous allons commencer avec Monsieur Galva. Oui. Ben, je vous laisse vous présenter. Ben écoutez, c'est difficile de se présenter parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude d'être à votre place justement que j'ai du mal à me présenter moi-même. Je suis Fred Galva, je suis psychologue. Comme je vous le disais depuis maintenant 40 ans, parce que ça s'est passé en 83, je vais fêter mon jubilé. J'exerce principalement auprès des adultes, après avoir commencé ma carrière vraiment avec les enfants. Et je continue à exercer mon métier, même si par ailleurs j'ai une fonction de direction d'une association dont le rôle est de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, les violences conjugales. Mais mon identité professionnelle est structurée autour de mon métier de psychologue. D'accord. Ah ben, on va y aller droit au but. C'est quoi une dépression? C'est une maladie, déjà. Donc, il faut dissocier la dépression de ce que pourrait être la déprime ou la saute d'humeur qu'on pourrait avoir. Il s'agit bien d'une maladie. Et qui dit maladie dit évidemment un traitement qui peut être soit médicamenteux, soit psychothérapeutique, ou les deux. Le plus souvent les deux, c'est conseillé. Mais c'est une maladie. C'est une réaction, on va dire, du cerveau, puisque en fait, c'est le cerveau qui guide tout le reste de notre organisme lorsque nous sommes en face d'une perte d'objet. Alors ça peut être un objet amoureux, ça peut être une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi, l'objet peut être un deuil, la perte définitive d'une personne avec laquelle on avait des interactions affectives. Ça peut être aussi son boulot. Parce que on a perdu son emploi et ça arrive, et il y a beaucoup certainement d'entre nos téléspectatrices et téléspectateurs qui ont connu ça, perdre son emploi et c'est perdre un objet, et ça peut être simplement aussi le sentiment un peu curieux de perdre sa propre identité. J'ai l'impression que je suis plus moi-même. Et toutes ces impressions, tous ces sentiments se traduisent par, évidemment, un dérèglement, mais... parce qu'en fait, la dépression a quand même un fondement biologique. Et même si on a le sentiment que c'est du psychologique, la preuve, vous avez invité un psychologue, mais en réalité, il y a quand même un substrat biologique, c'est le dérèglement des neurotransmetteurs, ce qui permet justement de transmettre aux neurones des informations, et ces neurotransmetteurs sont ceux qui font que nous soyons joyeux,
heureux, dynamiques. On les appelle, on peut vite oublier parce que ça n'a aucun intérêt par rapport à l'émission, la sérotonine, la dopamine et surtout celle-là, la noradrénaline, que j'oublie souvent, d'accord. Mais elle est moins impliquée, il est moins impliqué, ce neurotransmetteur. C'est surtout la dopamine et la sérotonine qui sont, eux, en baisse de quantité. Donc, vous voyez le mécanisme, on se rend compte qu'on a perdu quelque chose. Et évidemment, le cerveau réagit, le fuel baisse. Et comme ce sont particulièrement la dopamine, par exemple, qui est appelée l'hormone du plaisir, d'ailleurs, par définition, ça va diminuer le sentiment de plaisir, de bonheur, de bien-être et la libido surtout. Enfin bon, tous ces paramètres qui font qu'on est joyeux. Notez surtout que la cause est psychologique, même si le mécanisme après prend un substrat biologique. Tout l'intérêt des antidépresseurs, mais on en reparlera certainement. J'y sais. Alors, j'ai très bien compris l'explication, mais est-ce qu'il y a des facteurs vraiment précis qui, en fait, qui déclenchent, on peut dire un patient? Oui, qui se déclenche chez le patient, comme vous avez parlé de perte d'emploi, mais si on devait rentrer plus en profondeur, ce serait quoi en fait l'élément déclencheur de la dépression, ou les facteurs déclencheurs. À ce moment-là, ça c'est un trop plein. Est-ce que c'est lié parce que d'une personne à une autre, ça peut être variable. Oui, bien sûr. Mais alors, ce qu'il faut surtout noter, c'est que nous sommes toutes et tous exposés à la dépression. Il n'y a pas de vaccin pour faire mal. Par rapport à ce qu'on a vécu contre la dépression, nous y sommes tous exposés, puisque je vous ai expliqué qu'il s'agit d'un mécanisme psychologique quand même. Donc, tant qu'on a un esprit, on est exposé à la dépression. Là où vous avez raison, c'est que la communauté scientifique dirait qu'il y aurait des personnes qui seraient prédestinées d'un point de vue biologique à un déséquilibre de ces neurotransmetteurs dont je vous ai parlé. Mais enfin, moi, ce que je retiens, puisque je vous ai dit que je ne parlerai qu'en psychologue, je n'irai surtout pas dans le champ de la biologie, qui est un champ à lui-même. Ce qui déclenche la dépression, c'est, je vous ai dit, la perte d'objets, mais là où on n'est pas tout à fait, et là vous avez raison, en égalité, c'est que il y a un facteur psychologique prédestiné, c'est l'estime de soi. On sait que plus on a une estime de soi défaillante, plus on est exposé, bien évidemment, à la dépression. Et ça, c'est très important de savoir. Ça, c'est très important parce que malheureusement, dans notre pays, je trouve que l'estime de soi mérite un regard plus particulier. Linda. Est-ce que les patients ont toujours conscience qu'ils sont en dépression ? Non, Linda. Malheureusement, justement, et d'ailleurs, ils arrivent pour ça le plus souvent. La cause de leur consultation est souvent portée par ce sentiment de mal-être. Ils exposent un sentiment de tristesse. D'ailleurs, des fois, on voit l'altération de l'humeur dans le cabinet parce qu'ils peuvent pleurer et puis tout d'un coup se retrouver, pour peu que dans l'interaction, on arrive à envoyer un peu d'humour, rigoler, ce qu'on appelle la cyclothymie, c'est-à-dire cette altération de l'humeur. Et jusque-là, il n'est pas opportun de leur dire oui, vous êtes dépressif, parce que les patients, j'ai remarqué, sont très réservés lorsqu'on leur pose ce diagnostic, puisqu'il y a plein de représentations autour de la dépression. Si je suis dépressif ou dépressive, c'est que je suis folle, etc. Les gens font une confusion, alors que je vous ai dit que nous sommes tous exposés à cette réaction de notre corps. Et il faut parfois, et c'est ce que je fais souvent quand j'ai l'intime conviction, puisqu'il y a une intuition clinique qui vous laisse penser que c'est ça,
Il faut attendre la deuxième consultation pour objectiver par les tests. Et là, à ce moment-là, il y a des outils. J'utilise un particulièrement que je trouve très efficace parce qu'il part justement d'une sorte d'autotest qui s'appelle l'échelle de dépression de Beck, qui permet aux patients de se positionner dans cette échelle. Oui, mais à quoi on reconnaît une dépression? Si par exemple quelqu'un ne sait pas qu'il est en dépression, il se pose des questions sur son ressenti du moment, comment il peut savoir s'il est en dépression? Il y a quand même des symptômes. Hein. On a parlé de cette baisse de l'humeur, parfois c'est des troubles du sommeil. Ah oui, ça par contre, cette empathie, cette lenteur presque idéatoire, on n'a pas envie de penser. Il y a la baisse de l'appétit sexuel aussi. Ce sont des critères quand même qui sont présents chez le patient, pas forcément ensemble. Il peut y en avoir un, par exemple, pour l'appétit, le patient dépressif peut soit avoir une baisse d'appétit, soit au contraire, une augmentation de son appétit comme par décompensation. Vous voyez que c'est très, très, très varié et c'est souvent l'entourage aussi qui le repère, hein, parce que l'entourage des patients, c'est toujours une alerte très importante et qui amène ce patient à dire, tu sais, tu vas pas très bien, je pense qu'il faut que tu consultes le médecin. Alors ça tombe bien, maintenant il y a le parcours Mon Psy qui permet à partir de l'adressage des médecins d'aller voir le psychologue et être remboursé par la caisse d'assurance maladie. Donc ils ont tendance maintenant à utiliser ce parcours, les médecins, mais c'est peut-être même d'ailleurs parfois moins culpabilisant, parce que j'ai oublié en plus que la dépression produit de la culpabilité. Donc vous imaginez que vous êtes dépressif, on vous dit d'aller voir le psychologue, ce n'est pas neutre pour le patient. Donc un détour vers le médecin qui lui-même adresse au psychologue, lequel psychologue commence par déculpabiliser en répondant oui, c'est une maladie. Et tant qu'on a un corps, on peut être malade. On n'est pas tout puissant. Oui, Linda. Est-ce que ça arrive qu'une personne ait des symptômes de dépression, mais qu'elle ne sache pas pourquoi elle est dans cet état? Ben oui, ça arrive, bien évidemment que ça arrive que les personnes ne sachent pas, parce qu'en fait, il y a certainement un facteur déclenchant, mais parfois c'est une série de facteurs qui ont miné l'estime de soi, qui ont miné l'existence, qui ont miné l'écorce narcissique, c'est-à-dire le non-non de la personne. Et alors, face à un petit rien, et par exemple le burn-out, peut amener à la dépression. Quand on le travaille, on se sent pas bien, on a le sentiment que on réussit pas. Un petit facteur qui n'a rien à voir avec son existence générale ni affective peut amener à la dépression. Et d'ailleurs, dans les couples, ce qui est particulièrement déséquilibrant pour les couples, c'est que parfois, l'origine de la dépression n'est pas dans le couple. Donc, c'est compliqué pour le ou la partenaire de comprendre ce qui arrive. Et puisque parfois, le facteur est à l'extérieur. Et sauf que c'est dans le couple que ça se réalise. Avec évidemment du repli sur soi, une grande tristesse, pas envie de s'occuper ni des enfants. Alors vous imaginez la culpabilité que ça... je vous entendais tout à l'heure avant l'émission parler le plaisir que vous preniez de parler de vos enfants. Vous imaginez des mères ou des pères dépressifs qui désinvestissent leur fonction parentale et bien malgré eux. Parce que c'est cette apathie, ce manque de motivation qui est, je vous dis, étroitement lié à ce dérèglement aussi des neurotransmetteurs qui crée ce comportement. Yes. Alors moi, j'entends parler de ça depuis pas mal de temps. Burn-out, dépression, bipolarité. Ça m'amène à plein de questions. Pourquoi c'est maintenant qu'on en parle, ou est-ce que du temps de mes parents, j'avais pas la sensation que c'est au travail, dans le couple, dans les amis, c'est pas quelque chose qu'on entendait? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est popularisé, ou est-ce que c'est parce que on a un mental beaucoup plus faible?
Non, je crois qu'on a accès aux soins qui se développent, qui s'est démocratisé, aux soins psychologiques, je veux dire, qui est quand même beaucoup plus important, plus libre qu'avant. Je crois qu'il y a toujours eu certainement des dépressions. Alors, ce qui est peut-être un peu plus saillant, c'est on est étonné de la diminution de la confiance en soi, mais il y a des pressions dans la... Tiens, quel jeu de mots. Il y a des pressions dans l'environnement qui fait que cette estime de soi peut diminuer et qu'elle soit plus faible qu'avant. L'environnement d'avant n'est pas celui de maintenant en termes de pression. Ni le coût de la vie, je vous entendais parler de ça. Comment, par exemple, on n'imagine pas, mais l'inflation, elle peut être un facteur dépressif. Pourquoi ? Parce qu'on est face à des frustrations en permanence, donc forcément à des stratégies de perte d'objets aussi. Il y a des dépenses parfois qui n'étaient pas prévues à cause de l'inflation. Et puis voilà, et puis surtout une petite sœur de la dépression qui est l'anxiété. Ça, c'est sa petite sœur. Quand on commence à être très, très, très anxieux et qu'on a cette anxiété par rapport à l'avenir et que ça se nourrit, c'est vraiment le chemin idéal, puisque vous parliez de facteurs pour le devenir. Alors, il y a des gens plus ou moins anxieux, il y a des gens qui sont, on dit chez nous, blasés qu'on est salade concombre, donc pour rien ne leur arrive, tout va bien. Et puis, il y en a d'autres qui sont très anxieux, qui se préoccupent de l'avenir, du bac de leurs enfants, etc. Et vous voyez que finalement, toutes ces anxiétés portées fragilisent l'écorce narcissique, c'est-à-dire la personnalité, et exposent, bien évidemment, à la dépression. Alors, j'ai une question très importante parce qu'en fait, en faisant la proposition sur les réseaux sociaux de recevoir des témoignages, finalement, je me suis retrouvée avec des témoignages assez durs à lire. Et j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous anxiolytiques, antidépresseurs et somnifères. Le témoignage qui m'a le plus marqué, c'est une jeune fille de 24 ans qui a des anxiolytiques, plus antidépresseurs, et le soir, elle prend des somnifères, et malgré ça, elle est aussi malheureuse. Là où je ne comprends pas, c'est pourquoi on donne à des patients qui souffrent de dépression, sachant qu'on dit que c'est une maladie. C'est une maladie, d'accord, mais moi j'estime que c'est une maladie mentale. Pourquoi un médicament devrait soigner un problème mental et non voir, par exemple, un psychologue qui pourrait aider la personne à sortir de son problème mental? Parce que, pour moi, le médicament, c'est un faux pansement. Ça les fait dormir, ça les engourdit dans la journée. Donc, sur le moment, si tu dors, forcément, tu ne penses pas à ton stress, tu ne penses pas à ton... placebo. Tu penses pas à ton problème, mais ça ne guérit pas ton problème. Alors, j'ai envie de vous dire que j'ai bien pris la peine de vous expliquer et je vais insister parce que je sais comment il y a une sorte de représentation un peu figée sur les antidépresseurs. C'est pas, ils sont là pour réguler justement ce circuit de neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine. Et c'est très important de réguler ceci par le biais des antidépresseurs. C'est pas fait pour dormir. Par contre, les anxiolytiques sont faits pour réduire les effets de l'anxiété. C'est très important de les prendre lorsqu'on a vraiment une anxiété, un stress aigu, une agression. Envie de suicide, par exemple. Le suicide, c'est déjà la dépression. Mais l'anxiété forte qu'on a par rapport à un trauma, une violente agression, une séparation brutale, qui peut pas forcément être une dépression, mais qui a malmené au niveau traumatique, ça crée du stress. Et le stress, c'est pas bon pour la santé. Le stress peut induire des augmentations, notamment de la tension artérielle. Donc il faut prendre soin de son corps, et prendre soin de son corps passe parfois par ces traitements. Là où vous avez raison, il faut coupler ça avec de la psychothérapie. Nous sommes parfaitement d'accord. Gossip Choco, bonsoir. 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 Vous appelez comment? C'est Pops. Comment? Pops. Pops, d'accord. Et c'était pour quel message, mademoiselle Pops? Alors, j'aimerais savoir comment on fait pour voir que ton enfant a une dépression.
très bonne question, Pops, parce que là où ça blesse le bas, c'est que parfois c'est masqué chez les enfants. Mais les enfants, bien évidemment, peuvent être dépressifs. Alors c'est masqué parce que ça se voit pas comme pour les adultes avec les mêmes symptômes. On peut pas parler, par exemple, de l'appétit sexuel chez les enfants. Vous voyez, il y a des paramètres qui vont de toute façon ne pas être concernés, mais il y en a un qui est assez marqué chez les enfants, un indicateur, c'est le manque d'intérêt pour les apprentissages. Et c'est parfois très brutal. Mais vous avez raison, la dépression chez l'enfant est masquée. Alors ça suppose évidemment une observation assez attentive. Les enfants peuvent faire l'objet d'une dépression, être totalement confondus dans leur entourage et sans que ça ne se voit, mais il y a souvent quand même cet indicateur, c'est-à-dire la diminution bien marquée de l'intérêt pour les apprentissages et même parfois... Se renfermer aussi peut-être. Oui, mais il y a des enfants qui sont, de toute façon, faut pas qu'on fasse, parce qu'il y a des enfants qui sont renfermés en général, hein, mais il peut y avoir ce symptôme, mais alors ce que je vous dis, c'est plus compliqué chez les enfants de repérer cette dépression. On y arrive en essayant, en cherchant, en travaillant la question de ce qu'il a perdu, puisque de toute façon c'est un peu les mêmes mécanismes, perte d'objets. On cherche ce qui peut avoir posé problème chez les enfants, et c'est souvent, par contre, pour les enfants, c'est la question de l'identité. Et ils ont le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'eux-mêmes, et ça peut provoquer de la dépression chez eux. Ok. Merci beaucoup. Merci Pops pour cet appel. J'espère que la réponse du docteur a pu t'aider. C'est pas un docteur. J'ai dit du psychologue a pu t'aider. Pardon. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas pourquoi les gens ils disent docteur aussi, c'est vrai. Non, peut-être les des psychologues ne sont pas des franchement. médecins, ce sont des praticiens de santé, mais qui ne sont pas médecins. C'est pas tous ceux qui sont professionnels de santé qui sont médecins. Alors, je veux Les bien personnes qui qu'on- vous consultent, ce sont des patients. Oui, ce sont des patients, oui. Je veux bien que vous Mais les reveniez. personnes qui consultent des kinés sont aussi des patients. C'est sûr. Voilà. Sur le sujet de l'antidépresseur, parce que on a été interrompu par l'appel. Vous avez dit quelque chose qui est très important, donc je profite pour poser toutes les questions des internautes. Est-ce qu'on peut se soigner sans antidépresseurs, sans médicaments? Est-ce que c'est possible de sortir d'une dépression? Et de guérir seul aussi. Non, pas seul, mais sans médicaments. C'est possible, mais encore une fois, je vous dis, il ne faut pas porter trop l'accent sur le médicament dont la fonction régulatrice n'est qu'une fonction régulatrice. Ce qui sera le plus important, c'est l'accompagnement psychologique, le dialogue qui va s'installer entre le patient et le psychologue pour comprendre ce qui s'est passé. Oui. Quel est l'objet? Et c'est ça qui va permettre au patient de dépasser cela. Ok. Mais vous savez, vous me posiez tout à l'heure, j'ai oublié votre prénom, cher voisin. Je sais. Vous me disiez, oui, mais dans le temps, il n'y en avait pas autant de dépression. Il y en a beaucoup plus maintenant suite après le Covid. Est-ce que vous savez ça? Oui. Est-ce que vous savez, par exemple, que, et ça, on n'a pas pris suffisamment, à mon avis, la mesure de ce que ça pouvait être, mais lorsque, il y a 3 ans de ça, lorsque le virus s'est installé sur la planète, est-ce que vous vous souvenez de la façon dont on a été matraqué et avec la peur que ça a provoqué? Comment voulez-vous qu'en mobilisant autant d'anxiété, on ne se retrouve pas 2 ans ou 3 ans après avec des personnes dépressives? Oui, mais pourquoi ce serait après? C'est ça. Alors, j'avais la sensation que même avant ça, j'avais déjà eu des collègues ou encore des proches qui me parlent de burn-out, oui. de dépression, même avant cette période Mais bien sûr. de Covid. Et moi, je me suis demandé, est-ce que c'est parce que, autant de mes parents, c'est pas quelque chose que j'entendais ou qui se démocratisait, est-ce que c'est parce qu'ils étaient plus forts mentalement? Ou est-ce que c'est simplement avec tout ce qu'on a comme phénomène de société, réseaux sociaux, l'interaction avec les écrans, ce que l'entreprise va demander, à la polyvalence qu'on va nous demander dans certaines sociétés, ou encore le pouvoir ou l'influence qu'a
la société au sens plus large du terme, sur la pression sociale qu'on aura, qui fait qu'aujourd'hui, on se sent plus facilement dépressif. Moi, je crois que la pression de l'environnement, et vous parliez j'essaie de la pression économique, mais il y a aussi les pressions sociales, les pressions même liées aux médias, toutes ces pressions fragilisent de plus en plus les individus. Nous sommes de plus en plus fragilisés, et comme nous avons la possibilité maintenant de le dire, c'était ça la différence. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a l'impression d'une vague de dépression. C'est parce que c'est possible de le dire, mais en même temps, l'environnement a changé, oui, je crois, et j'en parle souvent avec des amis proches. J'ai l'impression que la personne humaine n'est plus au centre des choses. On parle beaucoup de procédures, vous parliez d'entreprise tout à l'heure, je vous entendais parler des chiffres et de l'objectif à atteindre en fin de mois, et on est dans ces mécanismes maintenant, on ne se pose même pas la question de savoir comment cette personne fera pour y arriver, et elle a intérêt à y arriver, parce que si elle n'y arrive pas, elle est montrée dans ses faiblesses, dans sa vulnérabilité. C'est ça la société maintenant, c'est-à-dire que les personnes comptent moins qu'avant. Voilà. Linda. J'ai lu qu'il existait un traitement par neurostimulation. Oui. Vous pensez quoi de ce traitement? Alors, vous avez invité un médecin pour ça, parce que je vous ai dit que je m'intéresse aux causes et qu'aux causes. Et d'accord. Je ne peux agir en ce qui me concerne que sur les causes, sur les traitements en eux-mêmes. Je vous ai surtout dit que ce qui est important, c'est de stabiliser ces mécanismes de neurotransmission, de l'humeur, du bonheur, etc. L'anxiolytique, ça réduit l'anxiété, oui, c'est vrai. Ça fait dormir, parce que vous me parliez tout à l'heure. Voilà, oui, les gens dorment, alors peut-être qu'ils ne pensent pas. C'est ce qu'ils m'ont dit. Non, justement, souvent les patients attribuent, mais ça je peux le comprendre psychologiquement, attribuent à l'antidépresseur toutes les causes de leur dépression en elle-même. Parce que quand ils ne pensent plus, on est dans une lenteur idéatoire qui est en fait plus un symptôme qu'une conséquence ou un effet indésirable de l'antidépresseur. Mais avez-vous vu ce qui est marqué sur les médicaments? Ne regardez surtout pas les notices des médicaments, parce que si vous commencez soit à regarder Internet, en regardant les trucs, ou alors les petites notices les avis, qui sont... non, c'est marqué, il y a une voiture marquée avec 3. Donc on peut pas prendre on peut pas prendre le volant. Quand on regarde les contre-indications, c'est bien marqué somnolence. Donc pourquoi prendre un comprimé qui va me faire dormir toute la journée? Donc, j'ai pas de vie, je vais pas travailler, je suis... On est bien d'accord. Je suis morte chez moi, ça n'a pas de sens. Alors, c'est à nous, justement, les médiateurs humains, j'insiste sur la personne humaine, d'essayer de relier la notice avec les personnes, parce que c'est vrai que c'est le chat qui mord sa queue. Si un patient est anxieux, on lui donne des anxiolytiques, on lui dit attention, il peut avoir somnolence, donc on augmente l'anxiété. C'est la boucle anxieuse qui n'en finit pas. C'est vrai que si on commence à lire les notices, je crois que la personne ne voudra pas prendre le médicament. Mais c'est clair. Mais évidemment, et ça, surtout une personne anxieuse, d'accord? Et il faut pas, alors que je ne suis pas venu faire dans votre émission la promotion des médicaments, évidemment, bien au contraire. Mais je dis que lorsqu'il faut stabiliser, il faut stabiliser, parce que si la dépression agit, par exemple, sur l'humeur, au point qu'on n'arrête pas de pleurer, on aura beau, comme vous dites, avoir un mental fort, etc. Mais il s'agit quand même de mécanismes qu'il faut stopper et qui, une fois altérés, en tout cas stoppés, permet à la personne d'être dans une relation. Moi, je vois des patients qui arrivent, j'en ai vu très jeune, de 30 ans, récemment, il est arrivé, il a commencé à pleurer jusqu'à la fin. Ok. Voilà. Donc lui, il est candidat. Vous pensez bien que pleurer, il a simplement... Je lui dis, monsieur X, comment allez-vous? Et c'était parti. Et pour voir un homme pleurer, vous pensez bien, surtout dans nos cultures, c'est qu'il était vraiment atteint. Mais vous voyez plus d'hommes ou de femmes?
de plus en plus, je vois des hommes. Et j'en suis très heureux d'ailleurs parce que ça prouve une chose, c'est qu'il y a dans le genre, la question du genre, quelque chose qui change. Les hommes sont maintenant capables de comprendre qu'ils ne sont pas des tout-puissants, des bolides, et qu'ils peuvent aussi craquer. Mais j'ai envie de dire que l'éducation aussi, elle change, parce que de plus en plus, on apprend à nos enfants, en fait, à exprimer leurs émotions, que ce soit une fille ou un garçon. C'est ça, et ça a l'air de marcher, figurez-vous. Tant mieux. Oui. Alors, tout à l'heure, on a parlé de changement d'humeur, on a parlé de deuil. Ma première question, c'est de savoir comment on parle de changement d'humeur, comment on fait pour différencier d'une dépression de quelqu'un qui est bipolaire. Et la deuxième, c'est, vu que les médicaments aident, est-ce qu'il y a, et vous avez parlé de mécanismes, est-ce qu'il y a des étapes de rédemption, entre guillemets, pour ne pas être dépendant aussi. Alors déjà pour ne pas être dépendant, mais c'est surtout de pouvoir s'en sortir comme un deuil. Est-ce qu'on va passer, on va être aussi oscillant dans la sortie de la dépression? Est-ce qu'on peut identifier des étapes et on sent qu'on évolue? Est-ce qu'on guérit de la dépression, surtout? Oui. Il nous faudrait 3 ou 4 émissions. C'est de savoir si on guérit, mais de savoir quand même qu'on progresse dans cette guérison permet déjà d'avoir un mood un peu plus positif et de se dire, bon, tiens, je suis à l'étape 2, je suis à l'étape 3, comme le deuil, on passe un peu par de la colère, on passe par de la joie, on revient sur une autre étape, c'est de savoir un peu est-ce que ça fonctionne de la même manière. Oui, mais c'est dangereux d'exposer des étapes et puis parce que le patient qui vient va tout le temps chercher à savoir à quelle étape il est. Or, comme c'est un processus, dès lors qu'il est accompagné, c'est au thérapeute de vérifier, tiens là, il m'arrive d'avoir des patients qui me disent, ouais, ça fait quand même 6 mois que je prends l'antidépresseur, je compte sur mes doigts, je me dis, hop, c'est vrai que ça fait 6 mois. Ce que j'avais appris, c'est qu'il faut 6 mois, c'est pas mal. Donc, il faut repérer aussi ce qu'il en a encore besoin avant qu'il soit lui-même dans une recherche d'étapes. Et je pense que l'accompagnement psychologique, le soutien psychologique est extrêmement important dans le cas d'une dépression parce que on ne fait pas une dépression par hasard. Alors tout à l'heure, vous parliez de nos personnes, on parlera de la bipolarité qui n'a rien à voir avec la dépression d'ailleurs. Avant, vous connaissiez quand même le Gopwell. Voilà, c'est quand même, voilà, c'était quand même un marqueur identitaire très fort dans notre culture. Mais c'est une dépression. Mais c'est clair, on a perdu son Oui, amour. mais Gopwell, ça existe depuis non, c'est-à-dire que, voilà, sauf que on ne savait pas. Déjà, c'était Aignan Gopwell, et puis on le laissait dans son coin jusqu'à ce que ça passe. C'est vrai que pour répondre, on peut sortir de la dépression, on sort de la dépression, on guérit de la dépression. Il y a quelques cas de dépression chronique, mais pour rassurer nos téléspectateurs, on guérit de la dépression. Et d'ailleurs, souvent les patients qui ont été dépressifs, quand ils reviennent au cabinet, ils me disent ma dépression, comme si quelque part ils avaient intériorisé quelque chose. Ça fait partie de leur socle identitaire. Le bipolaire n'est pas un dépressif, c'est une autre maladie, et on est déjà dans autre chose, parce que la bipolarité, maintenant, le mot est galvaudé, mais c'est quand même une psychose. Lorsque j'ai fait mes études, il y a 40 et quelques années de ça, ça s'appelle la psychose maniaco-dépressive. Après, ça fait moins peur de l'appeler psychose. On ne dit plus ça, on ne le dit plus, mais le bipolaire, c'est pas le même type Et là, on est dans la maladie mentale pure et dure, quand on est bipolaire, avec des traitements qui sont purs et durs. Je crois savoir que les psychoses sont plutôt traitées par des neuroleptiques, mais on est dans un autre champ. Aujourd'hui, on est venu parler de la dépression. Restons dans le périmètre de la dépression. Le problème, c'est que dans la dépression, il y a la cyclothymie, c'est-à-dire le changement d'humeur, et que chez le bipolaire, il y a des phases maniaques et puis des phases dépressives. Voilà. Moi, je pense que la dépression, c'est une pensée. J'envoie un remerciement à tous ceux qui ont voulu me faire confiance en m'envoyant leur témoignage. Oui. Le témoignage des hommes, bizarrement, ça m'a beaucoup touchée parce que
Par exemple, j'ai reçu le témoignage d'un homme qui est en dépression parce qu'il a été battu par sa compagne. Oui. Et c'est pas évident, je pense, pour un homme de raconter ça, parce qu'il me disait que les gens peuvent se moquer de lui, dire qu'il ça vous sent non mieux qu'à battu, mais ça arrive, hein, tu vois. Et le fait qu'il s'est confié, ça m'a permis de voir que les hommes aussi souffrent, mais lorsqu'on fait une dépression, qu'on soit un homme ou une femme, le plus dur, c'est de se confier. C'est pour ça qu'il y a des personnes que vous allez voir sourire, mais ils sont mal. Ils vont sourire, mais toute la journée chez eux. En fait, dès qu'ils rentrent chez eux, ils pleurent. Il y a plein de personnes qui vont vous dire, quand vous allez demander « Est-ce que ça va ?» Ils vont vous dire « Oui, ça va ». Parce qu'ils n'arriveront pas à vous dire « Ça ne va pas ». Mais après, avec l'éducation, on nous apprend aussi à toujours dire que ça va, parce qu'on se dit parfois, les gens qui prennent de tes nouvelles ne sont pas forcément tes vrais amis. Certains prennent de tes nouvelles pour savoir si tu n'es pas bien, parce qu'ils se réjouissent de ton malheur. Donc, quand on rentre dans une spirale comme ça, c'est très difficile, lorsqu'on ne va pas bien, de dire non, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, j'ai ci, j'ai ça. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont l'impression qu'ils vont se plaindre. Et il y a aussi des gens qui n'aiment pas entendre les gens se plaindre. Donc, c'est très difficile de se confier, tu vois. Alors, Jessica, autorise-moi à faire une petite digression. C'est vrai qu'on dit souvent, on pose souvent la question à quelqu'un, comment tu vas? Ça peut aller, mais on lui demande pourquoi. Mais on ne demande jamais à quelqu'un, quand il te dit ça va, pourquoi ça va bien? Pourquoi on ne commence pas nos phrases par ça va bien? Ou déjà être dans une autre sphère, dans un autre état d'esprit, et partager aussi. On partage beaucoup de choses négatives, mais on ne partage pas, à mon sens, assez de choses positives. Peut-être que vous allez me confirmer. Est-ce que si on est déjà dans un échange un peu plus positif avec des personnes dépressives, est-ce que ça les aide aussi à ce moment-là de se dire, bon, mais j'ai des amis qui sont autour de moi, qui veulent me soutenir, et en plus ça va bien. Est-ce que je peux être un peu énergivore par rapport à eux et me servir de ça pour aller mieux? Oui, bien sûr. Il faut introduire de la pensée positive, parce que ce que la dépression produit, justement, c'est une tendance au négativisme, à des idées négatives, c'est bien d'introduire, voire des idées suicidaires des fois. C'est-à-dire que les personnes qui ont des idées suicidaires, parce que j'ai toujours pensé que c'est toujours le stade ultime de la dépression, sont dans une démarche où la souffrance psychique est tellement importante qu'ils veulent en finir avec cette souffrance. Parce que je ne suis pas sûr que les gens qui se suicident ou qui tentent de se suicider attentent à leur vie, mais bien à la souffrance qu'elle génère. Et évidemment, lorsqu'on est arrivé au cumul de la souffrance, et c'est dommage que nos sociétés, justement, individualistes comme elles sont, puisque vous me permettez d'être de l'autre côté, donc je vais être très subjectif cette fois-là, pour une fois que c'est pas moi qui pose des questions, cette société si individualiste qui ne donne pas l'occasion d'échanger, et vous croyez que c'est dans les WhatsApp qu'on va voir que quelqu'un est dépressif, hein? Vous croyez que c'est dans Facebook que ça va se voir? Ce n'est pas comme ça. Il faut reconnaître le lien social ne peut pas s'exonérer du contact physique de proximité. Mais attends, Linda, je prends l'appel. Okay. Gossip Choco, bonsoir. Ou sinon, la nuit c'est fini. Allô? Eh ben non, il reste quelques minutes, vas-y. On a... je ne sais pas si vous avez entendu, l'année dernière, on a l'ancienne Miss USA qui s'était suicidée en sautant d'un immeuble. Oui. Et le danseur et DJ Stitch, qui 24 heures avant son suicide avait posté un TikTok où il dansait, il avait l'air heureux. Et en fait, personne de leur entourage n'était conscient ni n'avait vu venir en fait l'acte qui allait succéder à tout ça. Écoutez, Linda, j'étais témoin, j'ai accompagné un suicide dans notre pays très, très, très récent. Et dans l'entreprise où cette personne qui a mis fin à ses souffrances, donc à sa vie, puisque c'était trop important pour elle. Je vous rappelle que le suicide, c'est je mets fin à ses souffrances, j'y arrive pas. Et personne ne connaissait cette personne comme étant quelqu'un de triste. Au contraire, elle renvoyait toute sa joie et personne des collègues ne comprennent pas ce qui a pu se passer, sauf peut-être des personnes intimes qui savaient qu'il y avait une sphère qui ne fonctionnait pas. C'est la conjugalité, mais et ça m'interroge sur la nature de nos relations les uns avec les autres et leur authenticité. Et ça m'interroge.
Ça m'interroge beaucoup. Mais parce que c'est ça qui a bloqué ces équipes, c'est de se dire non, elle était joyeuse, elle était toujours prête à faire des choses, elle allait en boîte avec nous, elle sortait, etc. Mais vous comprenez bien que si elle a mis fin à ses souffrances, c'est que ces dernières étaient insupportables. Je fais des bêtises, décidément. Gossip Choco, bonsoir. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Kevin. Kevin, tu appelles d'où? J'appelle en fait du Lamentin. Et tu voulais dire quoi, Kevin? Comment en fait soutenir un proche qui est en dépression, s'il vous plaît? Alors, merci de votre question, Kevin. Vous avez compris que on peut soutenir, c'est vrai, il faut soutenir, mais il faut conduire, amener à la personne à consulter. Il faut que des professionnels soient à côté de ces personnes pour les déculpabiliser. Alors, si il s'agit de quelqu'un de votre entourage, Kevin, vous pouvez l'accompagner jusqu'à la porte du cabinet de là où le psychologue, pour l'aider à l'accompagner, pour que cette culpabilité soit moindre. Mais il ne faut surtout pas, parce que c'est une très mauvaise conseillère, c'est un très mauvais conseiller, renforcer l'isolement des personnes dépressives, parce qu'elles savent faire ça toutes seules, les personnes qui sont dépressives. Elles savent s'isoler. Si en plus de ça, l'entourage déconnecte, il faut insister. Même si la personne donne le sentiment de ne pas avoir envie d'être en contact, vous restez juste à côté. Okay. Juste à côté. Mais au cas où, pas au cas où, mais simplement à côté. Parce que en même temps que la personne ne veut pas rencontrer d'autres personnes, en même temps, elle sait combien ça peut être important pour elle d'être accompagnée d'une personne. Vous voyez, c'est un paradoxe. Et parce que les patients souffrent de ça. Quand ils viennent, ils disent « je me sens isolé ». Mais comment ça s'applique dans un couple? Quoi? Alors, on peut retrouver l'un des partenaires dépressifs, l'autre qui est un peu, peut-être ou pas dans la même situation. Comment, en fait, ils peuvent gérer ça, en fait, à deux, pour continuer à ce que le couple puisse évoluer? C'est compliqué parce que dans le couple, alors ce qui va tout de suite montrer, parce qu'il faut faire attention, quand un est dépressif, ça peut faire décliner le couple carrément, parce que c'est pas que ça soit contagieux, mais je crois que le couple étant un lieu d'intimité, d'interaction intime, lorsque l'une des composantes est en difficulté et qu'elle est dépressive, il faut vraiment très vite faire en sorte que cette personne soit accompagnée. Il y a un indicateur dans le couple, c'est évidemment la diminution de la libido. Lorsque vous voyez qu'il n'y a pas de relations sexuelles et que la sexualité n'est plus le cœur du couple, au cœur du couple, là, il faut se poser des questions. Linda. Je voulais aussi souligner, il y a une forme de dépression dont on ne parle pas beaucoup. Oui. C'est la dépression postpartum. Ah oui. Qu'il ne faut pas confondre avec le baby blues. Et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Parce que les mamans, elles sont avec leur nouveau-né, on a toujours l'impression qu'elles sont dans l'euphorie, qu'elles sont contentes d'avoir leur enfant, alors qu'il y en a qui sont malheureuses et elles ne savent pas comment gérer tout ça. En venant à cette émission, je me suis dit, ils vont me poser cette question sur la dépression postpartum. Bon, déjà dire, Linda, que ça n'arrive pas à toutes les mamans. Heureusement. Vous pensez que la dépression postpartum va toucher une catégorie de personnes déjà fragilisées, mais alors d'aucuns disaient à l'époque, oui, c'est parce que quand on est enceinte, on est choyé, etc. Et puis tout d'un coup, lorsque bébé paraît, on n'est plus au centre des choses, etc. Je crois qu'il y a quand même des indicateurs, des précurseurs qui peuvent faire penser que cette maman pourrait être dépressive une fois que bébé paraît. Je vous trouve dur, Linda, dire qu'on n'en parle pas. Je pense que à la maison de la mère et de l'enfant, il y a eu quand même beaucoup de progrès pour que cet accompagnement psychologique soit proposé dès la grossesse, de façon à ce qu'on évite la dépression postpartum beaucoup plus qu'avant.
Parce que vous connaissez pas, vous êtes Moi, jeune. c'était il y a 14 ans pour mon dernier. Oui. Et j'avoue que pour ma première, j'en suis sûre, j'ai connu le baby blues. Mais ça, Oui. c'était pas la dépression postpartum. Oui. Donc pendant quelques jours, déjà quand je suis sortie de la maternité, même pas, dès la maternité, en fait, le premier soir, j'ai fondu en larmes, je ne savais pas pourquoi. Ben c'était déjà, 14 ans de ça, il y avait déjà les psychologues à la maison de la mère et de l'enfant. C'était là où vous avez fait naître bébé. Oui. Donc il y a quand même un dispositif qui s'est renforcé. Je crois que on peut mettre au bénéfice des politiques publiques le fait qu'ils aient quand même pris conscience que le soin psychologique est essentiel pour le développement de la personne humaine. En tout cas, je ne sais pas si Monsieur Galva est conscient. Vous êtes conscient que nous allons devoir refaire une autre émission avec vous parce que je ne vous lâche plus et qu'il y a trop de sujets qui tournent autour de la dépression et je ne peux pas ne pas faire une autre émission avec vous parce que en parlant ce matin de dépression sur les réseaux sociaux, finalement, j'ai reçu carrément des témoignages de viol. Et par rapport en ce moment avec la drogue du viol sur l'île, j'ai dit non, je souhaite de faire une émission sur le viol avec un psychologue. Donc le docteur Galva, décidément, porte-vous et me taper les mains. Non, donc, pas de violence. Je suis obligée de vous reprendre pour une autre émission, d'aller nous donner vos disponibilités. Et je dis à chers spectateurs, rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit. Bye bye. Done it. Shut up, 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 shut up,